Nous recevons le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder votre temps. Merci. Ravi d'être avec vous. Et c'est l'occasion de souhaiter à vous, au peuple américain et à nos amis chrétiens du monde entier, tout d'abord un joyeux Noël et une bonne année. Vous avez eu ces longues réunions à Mar-a-Lago lundi. Quel est, selon vous, le principal enseignement que vous en tirez? La force de l'alliance entre Israël et l'Amérique. Israël est sorti de la guerre à 7 fronts qui nous a été imposée. C'est le pays le plus puissant du Moyen-Orient, mais cela tient en partie à cette formidable alliance que nous avons avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. C'est tout simplement un partenariat entre des peuples et des dirigeants partageant les mêmes valeurs. Et j'en suis très reconnaissant. Je remercie le président Trump pour le soutien qu'il nous apporte. Parlons du cessez-le-feu et de la situation actuelle. Qu'est-ce qui a été si difficile pour passer à la deuxième phase de ce plan de paix, à savoir le désarmement du Hamas et la mise en place d'une force internationale de stabilisation sur le terrain à Gaza? Eh bien, en un mot, le désarmement. Le Hamas s'est engagé à se désarmer. Il dispose encore d'environ 20 000 personnes armées, essentiellement de fusils Kalachnikov, qu'ils utilisent régulièrement pour exécuter quiconque ne souhaite pas la poursuite de leur tyrannie. Ils tuent donc beaucoup de Palestiniens qui ne veulent pas d'eux. Et ils possèdent en tout 60 000 fusils AK. C'est ça, le désarmement. Il faut récupérer tous ces fusils, les leur retirer et démanteler ces tunnels de terreur qu'ils ont encore. Des centaines de kilomètres de tunnels de terreur. Le Hamas refuse de le faire. Est-ce que vous pensez que vous y arriverez? Pensez-vous que vous atteindrez la phase 2, même si le Hamas refuse de se désarmer? Écoutez, je pense qu'il faut donner une chance à cela. Il y a une tentative d'amener une force internationale. Jusqu'à présent, cela n'a pas abouti, mais nous allons lui donner une chance, car si cela peut se faire. Encore une fois, comme le président et moi l'avons dit, si cela peut se faire facilement, tant mieux. Et sinon, cela se fera autrement. Avant cette réunion, certains médias rapportaient qu'il s'agissait d'une rencontre cruciale pour l'avenir de l'accord sur Gaza. Axios, des responsables de la Maison-Blanche pensent que Netanyahou ralentit le processus de paix et craignent qu'il ne reprenne la guerre avec le Hamas. Le Premier ministre israélien s'oppose à l'équipe de Trump. Il espère convaincre le président d'adopter son point de vue plus intransigeant. Est-ce une analyse juste avant cette réunion et qu'en retirez-vous après? Vous savez, je ne peux pas gérer toutes ces fausses interprétations parce que je n'ai pas eu besoin de convaincre le président de quoi que ce soit. Nous étions sur la même longueur d'onde. Il est allé droit au but. Il a dit, écoutez, laissez tomber tout ce qui concerne la presse. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il faut que le Hamas se désarme. Il a vraiment mis le doigt sur le problème, vous voyez? Mais avez-vous ressenti une quelconque frustration concernant les frappes que vous avez menées depuis le cessez-le-feu? Pas de la part du président, je dois vous le dire. Je pense qu'il comprend. Écoutez, nous sommes attaqués. Vous savez, ces terroristes essaient de nous tuer. Et malheureusement, ils tuent parfois nos soldats. Que feriez-vous? Eh bien, vous venez de le faire. Vous savez, il y avait ce djihadiste en Syrie qui a tué 2 Américains. Boum. Vous leur avez rendu l'appareil. Et le président, instinctivement et de toute autre manière, conceptuellement, le comprend. Lorsque vous combattez des terroristes qui veulent vous tuer, tuez-les en premier ou ripostez. La violence des colons en Cisjordanie continue d'augmenter et cela menace effectivement une certaine stabilité régionale. Comment abordez-vous ce problème? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est largement exagéré. Vous savez, quand ils parlent que d'une poignée de gamins. Nous avons en fait localisé le problème. Environ 70 jeunes. Ils ne viennent pas de Cisjordanie. Ce sont des adolescents de foyers brisés. Ils coupent des oliviers, essaient de brûler une maison. Inacceptable. C'est du vigilantisme. Je vais mettre fin à cela. Mais ils prétendent qu'ils établissent une fausse symétrie entre ces adolescents. Et plus d'un millier de tentatives d'attentats terroristes, d'attaques terroristes contre les colons, des familles, des mères qui conduisent sur les routes là-bas avec leurs enfants. Boum, ils sont attaqués, ils sont tués. Donc il n'y a pas de symétrie. Je fais un effort particulier pour mettre fin à ce vigilantisme. Je ne peux pas accepter cela. Même si ce n'est pas parallèle, même si ce n'est pas symétrique, je veux une coexistence pacifique entre les Israéliens et les Palestiniens qui vivent en Judée, en Samarie, qui font partie de notre terre ancestrale.
Le président a dit cela. Je ne dirais pas que nous sommes d'accord à 100% sur la Cisjordanie, mais nous parviendrons à une conclusion concernant la Cisjordanie. Où est la divergence? Oh, je pense qu'il y a beaucoup de divergences. Parce que je pense que nous voulons tous les deux voir un avenir où ce territoire ne sera pas utilisé pour des attaques terroristes. Nous avons fait beaucoup de choses à cet égard. Nous voulons aussi construire beaucoup d'infrastructures là-bas, à la fois pour nous et pour nos voisins palestiniens. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire à ce sujet. Mais je pense qu'en fin de compte, Israël doit exercer un contrôle militaire sur cette zone car elle est minuscule. Vous voyez une force internationale de stabilisation à Gaza être sur le terrain en 26? Entrevois-tu un nouveau gouvernement avec lequel tu pourrais vivre à Gaza Dans 2026? Je pense qu'il faut se demander, concernant la deuxième question, un nouveau gouvernement à Gaza est-il possible si l'on désarme le Hamas? Parce que personne ne viendra là-bas. Si le Hamas reste armé, alors ils tireront une balle dans la nuque de n'importe qui, de n'importe quel membre potentiel d'un nouveau gouvernement. La réponse à votre question est donc que si nous désarmons le Hamas, que ce soit par une force internationale ou par tout autre moyen, oui, j'entrevois un avenir différent pour Gaza. Et c'est la dernière étape qui reste, tout le monde comprend cela. Je pense que le Hamas le comprend aussi. C'est pourquoi ils ne veulent pas le faire, parce que, vous savez, l'objectif ici n'est pas de négocier avec le Hamas. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de disparaître. Arrêtez, plus jamais. Et vous savez qui le veut plus que quiconque? Le peuple de Gaza. Le président a parlé de la menace venant d'Iran. Dans quelle mesure l'Iran a-t-il reconstruit ses capacités nucléaires et de missiles balistiques depuis juin? Eh bien, il essaie. Et le président avait raison quand il a dit que, vous savez, l'installation de Fordow avait été détruite. Donc, ils essaient d'autres sites. Ils vont essayer ça. Ils essaient aussi de remettre en état leur site de production de missiles balistiques. Ce n'est pas, vous savez, nous les avons considérablement retardés dans les deux domaines, mais oui, ils essaieront. Et je pense que le président a eu raison de leur dire « Eh, n'y allez pas, n'y allez pas ». C'était essentiellement le message qu'il voulait faire passer. Et je pense qu'avec l'Iran, le vrai problème, c'est qu'il devrait accepter le fait qu'il ne devrait pas avoir de capacité d'enrichissement nucléaire. Ils devraient retirer tout le matériel qu'ils ont déjà enrichi, le sortir d'Iran et permettre des inspections. À en juger par le président iranien a déclaré ce week-end que son pays était, je cite, en guerre totale contre les États-Unis, Israël et l'Europe. À votre avis, quelles sont les chances, si vous deviez donner un pourcentage, qu'Israël ou les États-Unis doivent à nouveau intervenir à l'intérieur de l'Iran? Eh bien, je vais vous parler d'une action, parce qu'il y a quelques jours, en fait il y a 2 semaines, on m'a présenté la perspective qu'ils effectuent des exercices sur le terrain où ils s'entraînent à lancer des missiles balistiques sur Israël. J'ai donc transmis un message, je pense que je l'ai rendu public, donc ce n'est pas un secret. J'ai dit, si vous osez faire cela, vous savez, les conséquences seraient dévastatrices. J'espère donc que l'Iran ne commettra pas cette erreur. Mais développent-ils des missiles balistiques? Oui, ils reprennent la production en ce qui concerne le programme nucléaire. Je pense qu'ils essaient de le faire. Je ne suis pas sûr qu'ils aient décidé de franchir la ligne, car je pense qu'ils tiennent compte des avertissements du président Trump. Et aussi parce qu'ils ont véritablement vécu quelque chose d'important il y a moins d'1 an. Ils ont vu ce que cela implique. Et ils doivent choisir. Écoutez, nous ne cherchons pas l'escalade. J'espère qu'ils ne le feront pas. Mais s'ils le font, tout est possible. Quelles sont les perspectives d'élargissement des accords d'Abraham? Elles sont vraiment bonnes. La Syrie avec l'Arabie Saoudite, quelle la prochaine étape? Je pense que vous savez, c'est possible. Précisément en raison des grandes réussites que nous avons eues en combattant l'Iran et son axe. Le Hezbollah n'est plus que l'ombre de lui-même, les Houthis ne sont plus ce qu'ils étaient. Le Hamas, clairement, n'est plus ce qu'il était. Et l'Iran non plus. L'Iran était une puissance majeure. Ils agissaient au Moyen-Orient et dans le monde comme s'ils étaient une superpuissance. Donc, les gens sont ouverts aux accords de paix. J'espère que nous pourrons y parvenir avec les Saoudiens et d'autres. Et d'ailleurs, aussi avec des pays musulmans en dehors du Moyen-Orient qui sont très intéressés. Vous savez pourquoi? 2 raisons. Premièrement, comme je vous l'ai dit, Israël est un pays militairement très puissant et les gens veulent profiter de notre savoir-faire.
Mais il y a aussi autre chose. Nous sommes tout simplement une puissance de la haute technologie. Notre économie, après 2 ans de guerre, est en plein essor. Je pense donc que cela contribue aussi à la paix. Pourtant, vous êtes un dirigeant qui a été contesté. Vous faites face à un procès. Vous dites que toutes ces choses positives se produisent et que, selon vous, la guerre va dans la bonne direction, mais pourtant, vous êtes confronté à ce procès. Je suis impliqué dans des procès et des enquêtes depuis 10 ans, dans le cadre de ces enquêtes bidons. C'est un procès politique. Le président a eu raison d'appeler à une grâce. Et vous savez de quoi il s'agit dans ce procès? Ils ont dit que j'avais reçu un pot de vin. Vous savez ce qu'était ce pot de vin? Une couverture favorable sur un site internet de 3e zone. Voilà le pot de vin. Il y a 2 ans, les juges ont qualifié l'accusation de politiquement motivée. Et ils leur ont dit « Hé, attendez une minute. Le Premier ministre n'a pas reçu de couverture positive. Il a reçu une couverture négative. Donc vous devriez abandonner l'accusation de corruption. » Alors, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, le premier jour de mon contre-interrogatoire, maintenant il faut que vous entendiez ça, d'accord, le contre-interrogatoire. Et ils disent, Monsieur le Premier ministre, il y a 29 ans, votre fils a reçu une peluche Bugs Bunny. C'est là-dessus qu'ils m'interrogent. Et à propos de cigares que j'ai reçus d'un ami. Voilà le procès? Donc c'est ridicule? Tout cela est en train de s'effondrer. Le président a raison de demander une grâce. C'est ce qu'il a dit. Comment ne pas le faire? C'est un Premier ministre en temps de guerre, un héros. Comment ne pas accorder une grâce? Vous savez, je pense que c'est très difficile de ne pas le faire. J'ai parlé au président, et moi c'est sur moi. Il me dit que c'est en cours. Le bureau du président Herzog dément que le président ait fait une déclaration concernant une conversation récente avec lui au sujet de la grâce de Netanyahou. Il n'y a pas eu de conversation entre le président Herzog et le président Trump depuis le dépôt de la demande de grâce. C'est ce qu'a déclaré le bureau du président hier. Quel est votre avis sur la situation actuelle? Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je sais une chose. Que le président, qui est un ami formidable, va droit au but, vous savez. Il sait que c'est ridicule. Évidemment, il y a d'autres personnes qui décrivent le procès différemment de la façon dont vous le présentez, mais de votre point de vue, que répondez-vous aux critiques qui disent que vous souhaitez que cette guerre continue pour servir votre avenir politique? Que la guerre continue? Oui, le combat. C'est tellement vicieux et tellement faux. Vous savez, j'ai connu la guerre. Quand j'avais 18 ans, je me suis engagé dans l'armée, dans les forces spéciales. Un de mes meilleurs amis est mort dans mes bras, touché par un éclat de mortier. Il est mort dans mes bras, vous savez. J'ai perdu des amis. J'ai perdu un frère. J'ai vu ce qui est arrivé à mes parents. J'ai vu ce qui arrive aux parents endeuillés en Israël. J'avais de la famille ici. Là où le dernier otage, un héros d'Israël, mort en tentant de récupérer son corps, a tué 14 terroristes jusqu'à sa dernière balle, et il est mort. Bien, Ron Gilly. Ron Gilly, oui, c'est un héros incroyable. Et je vois toute la profondeur de votre chagrin, vous savez. Il faut donc vivre cela pour comprendre le coût et la douleur de la guerre. C'est la dernière chose que je souhaite. Mais je pense que nous avons remporté une victoire immense, une série de victoires, mais la véritable victoire serait de pouvoir les transformer en fruits de paix. Quand j'ai mené le pays dans cette guerre et que je le conduis maintenant dans la recherche de la paix, je suis en mission. Et la mission, ce n'est pas de vouloir le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce que vous en faites. Et ce que je veux faire, c'est assurer l'avenir d'Israël et lui offrir un avenir de paix, de prospérité et de sécurité. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour l'Amérique. C'est pour nos... Vous savez, j'ai commencé par un appel et des salutations d'un de nos amis chrétiens. Les chrétiens au Moyen-Orient sont persécutés partout. Donc, quand je parle d'aider Israël, nous parlons aussi d'aider ceux du monde arabe et du monde musulman qui veulent faire la paix avec nous, ainsi que des minorités comme les Druzes en Syrie et les chrétiens en Syrie et ailleurs, leur offrir une vie meilleure, le genre de vie que les chrétiens ont en Israël et uniquement en Israël au Moyen-Orient.
En parlant de la Syrie, le président Trump a-t-il tort de faire confiance au président intérimaire de la Syrie, Al-Shar? Je pense qu'il veut leur donner une chance, tout comme nous, mais regardez ce qui s'est passé. Nous avons vu le premier anniversaire de ce nouveau gouvernement et ils organisent une marche, un défilé de l'armée. Et malheureusement, la moitié de leur armée est composée de djihadistes. Nous aimerions voir si nous pouvons avoir une relation différente avec eux. Nous avons des discussions, ce que nous n'avions jamais eu avec le régime Assad. Et j'espère que cela mènera à un avenir de paix. Dernière question. Quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise depuis cette horrible journée du 7 octobre? Et si vous pouviez, comment caractériseriez-vous l'antisémitisme dans le monde et où en est-il aujourd'hui? Je pense que la leçon, en réalité, remonte à la Shoah. Si quelqu'un dit qu'il veut vous tuer, vous détruire, vous anéantir, croyez-les et soyez toujours prêts à vous défendre contre eux. Nous l'avons démontré de manière très convaincante, grâce au courage de nos soldats incroyables et héroïques. C'est tout simplement incroyable, avec le plan. C'est aussi le cas des communautés juives à travers le monde, comme à Sydney, à Mascot, ou ici aux États-Unis. Vous avez aussi connu ces choses horribles ici. Je pense que cela dépend vraiment de la position du gouvernement. Est-ce qu'il s'exprime contre cela? Le président Trump le fait. Beaucoup de gouvernements ne le font pas, et ils devraient. Mais les Juifs du monde entier doivent toujours savoir qu'Israël sera à leur côté et aidera les gouvernements qui veulent lutter contre l'antisémitisme. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est que l'antisémitisme commence par des attaques contre les Juifs. Mais cela ne s'arrête jamais là. Cela s'étend à d'autres groupes, les Noirs, les Hispaniques, etc. À terme, cela empoisonne toute la société. Il n'est donc pas seulement dans l'intérêt du peuple juif de lutter contre l'antisémitisme. Il est dans l'intérêt de toutes les sociétés libres d'y mettre fin. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre temps. Merci. Bonne année. Ravi de vous voir. Bonne année à nouveau. Merci. Et joyeux anniversaire.